présentation. Comme vous le savez, ou pour ceux qui le savent, on fait un baromètre économique national des services à la personne avec nos partenaires que je vais présenter progressivement. Donc, Wilfried Rayon qui fait partie du CNR Pas Domicile, Marion Émeric Ropito qui fait partie du cabinet Benita, Florian qu'on connaît chez Xelia by Amalia, donc c'est Amalia by Xelia, voilà je connais tout, et Sébastien Vray qui anime et qui dirige Ezio. Merci de nous recevoir. Et donc du coup, ce baromètre nous a permis d'identifier un certain nombre de questions et de problématiques qui se posaient au secteur. Et il nous a parti, bien évidemment, on a préparé cette réunion et cette présentation, et ça nous a permis de détecter les points fondamentaux qui remontent suite à l'évolution du baromètre et à ses résultats. Donc il y a trois points saignants qui font l'objet de cette présentation. C'est un, quelles sont les perspectives? En fait, il y a près de 50% des acteurs qui ne se projettent pas dans l'avenir, qui sont confrontés aux difficultés réglementaires, qui sont confrontés à l'adaptation permanente de la réglementation, confrontés systématiquement à l'adaptation de leur outil de travail aux différents dispositifs, aux différentes réglementations, réglementation des SAD, tout ce qui est référentiel HAS, et en même temps, ils travaillent dans un univers un peu incertain, avec une remise en cause régulière des crédits d'impôt, des allégements de charges. Ça revient sur le tapis encore cette année, donc ils ont du mal à se projeter. Et donc l'idée, c'est, dans un premier temps, c'est peut-être de redéfinir une vision et des perspectives sur le secteur pour que chacun d'entre vous puissiez à la fois vous projeter et puis avoir une vision de ce que vous voulez faire, soit de votre association, soit de votre entreprise. Il nous paraissait de redonner du sens à tout ça et une vision. Donc pour ça, je vais commencer par interroger Wilfried qui dirige une structure des services à la personne, qui est adhérent du CNR Pas Domicile. Et donc, Wilfried, je voudrais savoir comment tu vois l'évolution des secteurs, on essaye de se projeter et donner une vision. Quelle est ta vision du secteur? Quelles sont les perspectives, alors, notamment sur le maintien? Est-ce que l'évolution du soin est une bonne chose de ton point de vue? Est-ce que, en termes de volume d'activité, de perspective du secteur, est-ce que tu as une vision plutôt positive des choses? Et puis, dans un second temps, on verra peut-être les écueils à éviter et les défis à relever. Alors, merci tout d'abord de me permettre d'intervenir. Alors, c'est vrai qu'après ces quelques mots de présentation, on pourrait se dire, waouh, c'est pas cool, quoi. Hein. Effectivement, ce baromètre qui nous dit que 50% n'arrivent pas à se projeter, je crois même que c'est 80% qui se posent la question de continuer. Enfin, si 80% des boulangers ne voulaient plus faire de pain, on ferait comment? Dans le pétrin. Dans un sale pétrin. Et le paradoxe, en fait, c'est que, on le sait, la démographie va effectivement dans un sens où la demande va être exponentielle. On a ce fameux mur gérontologique qu'on nous annonce depuis des années, la pyramide des âges, c'est pas contestable. Donc il y a cette partie-là, et puis effectivement des acteurs, des opérateurs dont je fais partie, qui effectivement se posent des questions devant je ne sais pas si c'est la complexité ou en tout cas la lourdeur administrative, toujours plus de réglementation, toujours plus de choses à mettre en place qui sont certainement bien pensées au niveau de l'État. Et puis par contre, quand on les ramène sur le terrain, on se dit, on fait comment pour mettre un CVS, pour mettre en place des rencontres avec les auxiliaires de vie, l'ensemble des professionnels, comment est-ce qu'on fait pour coordonner tout ça? Parce que l'objectif, il faut quand même qu'on se le rappelle, c'est bien sûr de permettre à chaque concitoyen de choisir son organisation pour bien vieillir, ou en tout cas vivre avec un handicap selon ses propres choix. Donc ça va, effectivement, l'objectif notamment de la dernière réforme, c'était de toujours améliorer cette coordination, ce décloisonnement qu'il est nécessaire de faire entre d'un côté le soin, qui est représenté par les SIAD, les infirmiers libéraux, et puis
l'autre côté, les services d'aide à domicile que nous étions, et maintenant, donc, on est devenus tous des services autonomie à domicile, avec ce réel objectif de nous faire travailler ensemble un peu plus de force. Bon. L'objectif, il est vraiment louable. C'est vraiment permettre aux personnes les plus fragiles d'être mieux suivies, qu'il n'y ait pas de rupture de parcours, qu'il n'y ait pas de rupture d'accompagnement, et d'obliger ou d'inciter, en tout cas, les opérateurs du soin et de l'accompagnement à travailler ensemble au bénéfice de ces personnes très fragiles. Ça, c'était l'idée générale, et ça l'est toujours du point de vue de l'État. Maintenant, dans l'opérationnalité des choses, effectivement, eh bien, c'est pas si simple que ça, parce que l'obligation, elle est d'abord faite pour les SIAD, qui vont devoir ajouter dans leur offre de service l'accompagnement, donc avec des auxiliaires de vie. Eux n'ont pas le choix, d'ici 1 an, que, effectivement, d'intégrer dans leur service cette partie accompagnement. Et puis on nous dit, nous, du côté des SIAD, alors déjà, on est plus nombreux que les SIAD, donc forcément, ça crée une disparité. On n'a pas non plus, au départ, le même territoire d'intervention, donc ça crée aussi des difficultés supplémentaires. Et maintenant, on dit aux SIAD, mariez-vous en quelque sorte, fusionnez avec un service d'aide à domicile pour devenir un service autonomie de niveau 1 qui fait de l'aide et du soin. Et ça, dans la réalité, c'est vraiment pas simple. En plus, effectivement, le cahier des charges et le référentiel a été renforcé, pour dire les choses simplement, ou positivement. Et on en arrive, pour pas dire alourdi, pour pas dire alourdir, et pour en arriver effectivement avec une problématique qui est que là où nous on attendait quelque chose de simple, c'est-à-dire permettre aux opérateurs de l'aide que nous sommes d'avoir le droit d'embaucher des infirmières pour faire du soin et devenir service autonomie mixte, alors bien sûr avec des conditions, une autorisation, un cahier des charges, mais on sait faire ça. Donc en fait, peut-être qu'il suffisait de nous donner cette possibilité-là, des places de SIAD, puisque de toute façon, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de places de SIAD que de places pour l'accompagnement. Donc on pensait que ce serait assez facile, c'est ce qu'on a porté avec l'ensemble des fédérations. Et puis, effectivement, aujourd'hui, on en est à un point où les ARS ne veulent pas nous donner ces autorisations, d'où effectivement l'obligation de trouver des rapprochements, avec comme conséquence, effectivement, un manque de lisibilité pour les opérateurs, d'où ce panorama que vous dressiez au début avec cette crainte. Ce qu'il était aussi, ce que vous trouvez aussi de très positif dans cette réforme, c'est que ça permettait aussi, sur un plan RH, de proposer des parcours en fait professionnels, effectivement de pouvoir diversifier un peu sa carrière avec peut-être assistante ménagère, auxiliaire de vie, aide-soignante, infirmière. Enfin, on avait comme ça la possibilité de faire un plan de carrière sur le plan RH. On trouvait ça très attractif et très prometteur. Et là, effectivement, cette espèce d'imbroglio dans lequel on est tombé à vouloir faire des mariages forcés et pas forcément possibilité de faire des vrais conventionnements ou alors si, mais passer par des GCSMS, mais au final on ne sait plus qui mange qui ou qui prend le pouvoir sur qui. Enfin, ça ne sécurise personne et on a déjà perdu beaucoup d'opérateurs dans les services d'aide. Enfin, on est passé de 9500 il y a 2-3 ans à peut-être 8000 aujourd'hui. Donc on va effectivement continuer d'en perdre parce que effectivement les gens n'arrivent pas à se projeter. Et je ne sais pas si effectivement la réduction massive du nombre d'opérateurs permettra d'assurer la demande de services publics que les départements doivent assurer. Voilà un petit peu pour ce panorama et cette évolution. Donc si j'essaie de résumer ton propos, c'est oui, il y a des perspectives et des vraies perspectives de secteur, liées notamment à la démographie, et ça c'est évident, et de ce point de vue-là, c'est pas contestable. Il y a un autre point, c'est une évolution vers le soin, et c'est une véritable opportunité, une reconnaissance pour le secteur, c'est qu'effectivement vous puissiez intervenir à la fois sur le maintien à domicile et sur le soin, et c'est une reconnaissance des acteurs du domicile, une véritable reconnaissance. Et
avec un bémol toutefois, si je comprends bien, c'est que effectivement la réglementation, une nouvelle fois, conduit à plutôt freiner les acteurs plutôt que leur laisser l'initiative pour justement arriver à faire la bascule plus simplement sur le soin. C'est un peu dommageable, mais l'évolution du soin, ce que je retiens, c'est que c'est quand même une vraie évolution, une évolution intéressante et une vraie opportunité. Alors, c'est surtout, il faut quand même se rappeler pour qui on le fait quand même pour le citoyen. Donc forcément que c'est intéressant, si ça lui apporte à ce citoyen de la facilité, c'est forcément du bénéfice. Et puis c'est effectivement pour nous, opérateurs de services d'aide, une opportunité aussi à aller vers cette offre diversifiée pour nos structures et pour les salariés. Alors, à titre d'exemple, est-ce que tu pourrais nous dire ce que toi, tu as pu mettre en place dans ta structure, là où tu en es justement dans cette évolution vers le soin, et de nous donner un exemple concret? L'idée, c'est de donner de la perspective aux personnes qui nous écoutent et pouvoir les inspirer, on va dire. Alors, inspire-nous et dis-nous ce que tu as pu réaliser ou là où tu en es aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je sais très très inspirant. En tous les cas, moi, sur les départements sur lesquels je suis opérateur de services d'aide, effectivement, je travaille tous les jours aujourd'hui à faire ces rapprochements avec les SIAD. On est aussi beaucoup aidé par la NAP qui a mis en place plein d'outils à notre service pour effectivement démarrer des fois par un modèle de convention déjà. Démontrer qu'on est dans une coopération avec les acteurs du soin, qu'ils soient SIAD, libéraux. En fait, il faut démarrer. Ça, c'est l'obligation. Et puis, eh bien, on verra après 1 ou 2 ans de cette collaboration nouvelle, de cette coordination nouvelle, eh bien, on verra comment on peut accentuer les choses, monter encore d'un cran pour toujours un meilleur service et un meilleur soin auprès des usagers. Donc voilà, moi je trouve ça toujours très positif parce que ça nous oblige à nous transformer, ça nous oblige à nous réorganiser, ça nous oblige à toujours aller vers quelque chose de plus efficient en fait. Et si on peut, avec ça, permettre à un plus grand nombre de gens de rester à domicile et d'effectuer ce virage domiciliaire souhaité par toute la population, enfin, ça a certainement été accentué peut-être par le Covid. 80%. Voilà, donc il faut forcément que l'on réponde aux souhaits de la société. Et puis si en plus ça peut valoriser et rendre plus attractifs nos métiers, voilà, c'est chouette. Donc non, moi je n'y vois que des points positifs, à condition qu'effectivement on ne vienne pas nous alourdir le côté administratif et réglementaire qui déjà l'est suffisamment. Donc si j'ai bien compris, toi tu passes par un conventionnement qui est une forme de fiançailles et plus si affinité. Exactement, voilà, oui, c'est ça. Voilà. Oui, parce que, alors sauf à ce qu'avec un SIAD, on arrive à se mettre d'accord pour faire une fusion, on va dire. Maintenant, il y a souvent... Ça prend du temps. Oui, parce que c'est quand même des cultures un peu différentes quand même. Je ne parle même pas des conventions collectives ni du statut juridique, c'est encore autre chose. Mais ne serait-ce que dans l'acculturation mutuelle, voilà, c'est pas quelque chose qui est inné quand même. Ça s'apprivoise, tout ça. Alors, on voit bien l'évolution vers le soin et on voit bien l'opportunité que ça peut représenter. Maintenant, c'est aussi à la fois des opportunités, mais comme toujours, c'est aussi porteur de risques. Et donc, Marion, est-ce que tu peux voilà, c'est bien de s'orienter sur le soin, mais du coup, qu'est-ce que ça sous-entend en termes de gestion des risques et comment tu vois le point de vue assurantiel, c'est-à-dire quels doivent être les points de vigilance des structures qui, demain ou aujourd'hui, commencent déjà à conventionner et commencent à s'orienter vers le soin? Quelle gestion du risque tu préconises? Alors, par rapport à ces structures qui vont s'orienter vers le soin, la première des choses qui me vient en tête, c'est qu'il n'y avait pas forcément de risque au niveau responsabilité médicale et qu'avec des soins infirmiers, comme il peut y en avoir dans le cadre des SIAD, forcément, on va aller sur du médical et donc il faut qu'il y ait de la RC médicale qui soit intégrée d'office
en matière de responsabilité. Après, on va reprendre d'un point de vue avec un peu plus de généralité, c'est-à-dire qu'en matière de gestion des risques, on est dans le cadre de rapprochement. Et la prévention est essentielle. On a eu l'occasion d'en échanger ce matin avec mon collègue Desio, où la prévention dans les secteurs des ESSMS, et plus particulièrement en aide à domicile, est un point crucial que les structures n'ont pas forcément en tête. Sur le risque de la responsabilité médicale, ça c'est certain, parce que les SAD, eux, disent mais moi je ne fais pas de médical, et là la question ne va même pas se poser parce que puisqu'il veut obligatoirement avoir du soin infirmier, la chose, le risque va devenir quand même majeur. Après, il y a le risque aussi par rapport, et vous l'avez évoqué très bien, c'est-à-dire que dans le cadre d'une fusion-absorption ou même d'un simple rapprochement, on va avoir des salariés déjà qui, il peut y avoir il peut avoir une problématique de conduite du changement et il peut y avoir des problématiques qui touchent le RH. Donc, qui dit RH dit que voilà, la responsabilité de l'employeur peut être mise en cause. Ce que je vous invite à vérifier, c'est que vos contrats sont très bien faits en la matière, et plus particulièrement au niveau des risques financiers, parce que dans le cadre d'une fusion d'une structure, quelle qu'elle soit, la conduite du changement avec un management différent, avec des salariés qui n'ont peut-être pas forcément le même état d'esprit, on sait, ça existe sur le terrain entre les infirmiers qui peuvent être à domicile. Voilà, c'est ça. Donc, mélangé à tout ça, en matière de risque financier, je vous invite à être bien équipé en la matière, c'est-à-dire en amont, si vous avez des problèmes, des questionnements juridiques, d'avoir une bonne protection juridique. Et puis s'il y avait un contentieux qui pouvait naître en matière d'ordre social, puisque là on est dans le cadre de violation sociale, ou qu'on est des salariés, parce que quand il y a une transformation du projet associatif ou du projet d'entreprise, forcément vous allez avoir des personnes, comme je disais, qui sont partantes et d'autres qui sont moins, et ça peut générer certains prud'hommes. Donc et là, il faut se couvrir en matière de risque financier, donc avec une très bonne garantie qu'on appelle un risque employeur, où on peut prendre en charge les prud'hommes ou les frais d'avocat. Et voilà, je vous invite aussi à tout ce qui est délégation de pouvoir, de bien vérifier, de bien vous faire accompagner en matière avec un avocat, parce que la délégation de pouvoir, vous pouvez très bien être mise en cause. Alors, pour une structure, ça va être le dirigeant, pour une structure entrepreneuriale, mais en associatif, ça peut être le dirigeant de droit et le dirigeant qui sera considéré comme de fait, quasi de fait, pour un directeur ou une directrice générale ou DRH ou autre. Donc il faut être très... Voilà, je pense que ça se prépare. Je pense qu'ils savent très bien. Moi, je connais sur le terrain aujourd'hui des SAD qui se rapprochent de SIAD. Je pense qu'en même temps, c'est quelque chose... je trouve que vous avez très bien réagi en disant qu'il faut le prendre comme quelque chose de positif, une remise en question positive, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'en fait, le domaine associatif et les SAD, des fois, voilà, ils n'ont pas la même culture qu'entrepreneuriale, et que peut-être que les pousser vers un rapprochement peut faire une remise en cause, et voilà, ça peut faire une sorte d'électrochoc qui peut être intéressant. Après, la prévention en matière de gestion des risques, c'est vrai que ça se prépare. Ça se prépare parce qu'une faute inexcusable de l'employeur en matière de RC, une faute médicale qu'on ne connaissait pas auparavant avec une très bonne RC médicale. Il y a peut-être aussi en matière de risque automobile, avant il n'y avait pas de flotte automobile, il peut y en avoir une. L'automission, la conduite du véhicule personnel. Voilà, on est sur tous ces volets-là. Il faut être très précautionneux. Alors, ça, c'est sur l'aspect fusion-absorption. Oui. Est-ce que dès lors qu'on conventionne, tu considères que le risque existe? Est-ce que tu considères que quand je suis un SAD, je conventionne avec un SIAD, est-ce que j'ai aussi une partie risque à prendre en compte? Il me semble que oui. Moi, il me semble que oui. Et est-ce que tu peux nous dire à quel niveau? Alors, en fait, c'est un engagement que vous prenez. Donc, dans le cadre d'une convention synalagmatique, forcément, dès lors que vous prenez... souhaiter
vous entretenir, vous souhaitez échanger, conventionner avec une structure, travailler ensemble, ça peut très bien marcher, comme il peut y avoir des désaccords, et il faut ficeler en cas de désaccord, il faut préparer... Là, en l'occurrence, je parlais plutôt du risque médical. Est-ce que dès lors que je conventionne avec un SIAD, moi étant SAD, est-ce que je porte un risque particulier ou pas, et si oui, lequel? Alors déjà, il faut savoir que le risque médical, même si vous êtes dans le cadre d'un SAD, il existe quand même, parce que je pense qu'à l'aspiration endéotrachéale, vous avez des aides à domicile qui peuvent être formées sur le risque endéotrachéal, donc il était là. Sauf que c'est vrai que du moment que vous avez un SIAD, là, ça va être de manière beaucoup plus officielle. Des choses avant, on disait non, mais j'en ai pas forcément besoin. C'était une préconisation à prendre déjà avant. Pour moi, la RC médicale, même avant ce rapprochement avec un SIAD, il fallait quand même déjà s'assurer en RC médicale parce que il peut y avoir des choses qui se passent de manière officieuse et on aurait pu avoir une exclusion de garantie dans le cadre d'un sinistre grave où, par exemple, on aurait pu donner des médicaments à une personne alors qu'on n'avait pas l'autorisation de la donner, mais la mamie, il fallait quand même lui donner son traitement, sinon il allait se passer des choses plus graves. Mais c'est vrai qu'il va falloir surtout aussi, donc la RC médicale est un point essentiel, et surtout, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien former le personnel, parce qu'il peut y avoir des problématiques très graves en matière de soins. Il peut avoir, là où on peut avoir des points de difficulté, c'est que le personnel n'est pas formé à certains gestes. On reviendra sur la partie formation dans le troisième volet. Donc si je résume cette partie, oui, des vraies opportunités de marché, oui, une vraie opportunité sur l'accès, sur l'évolution vers le soin, et c'est une opportunité qui est intéressante, qui remet en cause aussi la culture d'entreprise et qui fait évoluer l'entreprise, en valorisant aussi mieux les métiers et en favorisant le parcours professionnel de chacun, au profit des bénéficiaires, avec la nécessité aussi de bien gérer ces risques et d'adopter une gestion de risque qui soit adaptée aux soins, ce qui n'était pas nécessairement toujours le cas des structures d'aide à domicile. Oui. Alors, ce qui me permet du coup de rebondir sur ça c'est la perspective de secteur, la perspective de marché, et l'idée, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est quelles sont les perspectives, et parmi les perspectives en termes d'organisation, et là je me tourne à droite vers Florian et vers Sébastien, c'est en quoi une évolution majeure du secteur, c'est bien évidemment la digitalisation, en quoi la digitalisation est un facteur de cohérence d'équipe, de cohésion d'équipe, d'efficacité, d'amélioration de la performance, et tout ça au profit du bénéficiaire. Bonjour à tous. Quand on a préparé la réunion, quand vous m'avez livré le chiffre de 50 à 80% des interrogés qui n'arrivent pas à se projeter dans leur métier, moi j'ai posé la question assez naïve, mais est-ce qu'ils n'arrivent pas à se projeter parce que ils sont assommés de normes, d'exigences réglementaires, etc. Ou alors tout simplement parce qu'ils n'ont pas la culture de l'entrepreneuriat qui nécessite d'avoir une vision. Et donc moi j'ai réinterrogé ça, et il faut que je fais de la formation avec FEDESAP IGS. On rappelle souvent aux formés que la digitalisation n'est qu'un outil. C'est comme imaginer que ce soit une perceuse. Mais avant de choisir sa perceuse, il faut d'abord savoir où est-ce qu'on va faire un trou. Est-ce qu'on a besoin de faire un trou? Où est-ce qu'on va mettre son trou? Est-ce que de quelle taille on va faire le trou? Et à la fin, en fait, c'est quand on a un objectif très clair qu'on va choisir sa perceuse. Et donc, dans le cas de la digitalisation, en gros, on a l'impression que c'est un grand mythe, une espèce de réalité un peu hors de portée parce que trop technique, un mélange indistinct de possibilités. Eh bien, on rappelle, mais qu'est-ce que vous voulez en tant que service d'aide à domicile? Quel est votre objectif au 31 décembre 2025? Est-ce que vous voulez faire 2 millions de chiffres d'affaires? Est-ce que vous voulez faire 10 millions de chiffres d'affaires? Est-ce que vous voulez réduire de 50% le turnover dans votre société? Est-ce que vous voulez augmenter votre marge de 2 à 3%? C'est quoi votre objectif précis? Et en fait, là, on n'interroge pas du tout les outils et les moyens, on interroge la vision de la personne. Et donc, voilà, la question que je posais, c'est est-ce qu'il y a un défaut de vision et de culture d'entreprise, d'entrepreneuriat, de gestionnaire finalement dans les services d'aide à domicile, et donc certainement encore moins dans les SIAD, je rebondis sur ce que vous disiez.
Et ben moi j'ai l'impression que oui, un peu quand même. Qu'il y a un défaut de vision. C'est vrai en général, pas que dans ce secteur. Pas que dans le secteur, mais voilà, c'est vrai qu'au final, la digitalisation interroge tous les secteurs, et au premier rang desquels c'est mais qu'est-ce que tu veux améliorer dans ta société? Qu'est-ce que tu veux mieux gérer? C'est quoi ton point de pénibilité? En gros, je vais le dire de manière un peu triviale, mais qu'est-ce qui te fait le plus chier au quotidien? Et si tu sors de tes tripes et tu dis ça me saoule dans mon métier, j'en ai marre de faire ça, j'en ai marre de faire ça, et bien déjà c'est un excellent point de départ. Et après, on va tirer la pelote, on va se dire ok, si ça t'emmerde, eh bien ton objectif fin 2025, ça sera ça. Ok, ton objectif il fait une phrase, mais à partir de cette phrase clé, c'est votre vision, et du coup tous les moyens et tous les outils vont en découler de manière assez naturelle. Donc je passe la parole à Florian, parce que c'était un peu dit qu'on serait comme ça. Donc chez Amatia, on va accompagner justement les structures à se transformer sur les projets digitaux. Donc tout ce qui a été dit avant fait écho à énormément de choses, c'est-à-dire on parlait de la conduite du changement, donc comme tu disais aussi, préparer, c'est fondamental. Commencer avec la fin en tête en premier, c'est-à-dire où est-ce qu'on va, donc ça répond à des questions de logique. Et surtout, il y a beaucoup de structures qui changent parce qu'il faut changer. Et justement, on parlait de transformation du secteur, parce que forcément, avec ces nouvelles lois, il y a le Ségur du numérique qui se met en place, donc il faut changer le logiciel, il faut pouvoir coordonner, parler avec les kinés, avec les médecins quand ils veulent, parler avec le dossier médical partagé quand c'est utilisé. Donc tout ça, ça apporte de la complexité digitale. Et parfois, il y a des gens qui se lancent dans des projets digitaux parce qu'il faut. Et là, c'est le meilleur moyen de se casser la figure. C'est le meilleur moyen de perdre du temps, de perdre des salariés. Et pour revenir aussi à des problématiques de qualité de vie au travail, c'est là où on a du mal à emmener les gens parce qu'il faut leur donner de la vision. Et profiter, on parlait d'opportunités, c'est profiter des désagréments, de changements, parce qu'à un moment, il y a des décrets qui tombent, qui obligent les structures à se transformer. Et c'est de dire, je prends du recul, je regarde mon projet de service, potentiellement, je refais mon projet de service et je me dis comment j'intègre ça à ma mission globale, pourquoi je fais de l'aide à domicile. Et donc du coup, comment ce besoin de coordination, cette transformation permettra d'améliorer la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, je sais que dans le rapport, il y a 60% des structures qui ont mis en place des projets digitaux. Ce serait intéressant de comprendre et de savoir s'il y en a 100% des 60% qui sont allés jusqu'au bout. Il y a 40% qui ne l'ont pas fait encore. Et il y en a 40% qui ne l'ont pas fait, et de savoir pourquoi. Parce qu'il y a de la peur, parce que justement, ils n'ont pas réussi à embarquer les équipes, parce qu'ils n'ont pas mis des indicateurs. Généralement, on dit ce qui est mesurable, c'est la première étape pour pouvoir l'améliorer. Et ça, c'est fondamental de bien préparer pour se lancer dans cette mission pour embarquer tout le monde. Parce que au mieux, c'est pas utilisé, on a dépensé des sous pour rien. Au pire, ça peut créer de la charge mentale, ça peut vraiment empirer, ça peut mettre même en péril la structure. Sur la transformation digitale, une fois qu'on s'est dit j'ai envie de changer, j'ai envie d'améliorer les choses dans la société, il y a plein d'endroits dans notre établissement d'aide à domicile où on peut implémenter cette digitalisation. La communication interne, c'est comment on fait circuler l'information entre nos salariés et la direction. Il existe des outils très simples pour faire circuler de l'information. Je vois souvent qu'il y a des gens qui utilisent WhatsApp, mais vous pourriez utiliser des méthodes de forum type Discord ou Slack, où chaque channel est un sujet de discussion. On peut faire des groupes de discussion, bref, faire circuler l'information. Comment on organise aussi nos objectifs? C'est con, mais on est tous là avec des to-do list, machin, mais il existe des outils de to-do list qui sont automatisés, enfin qui sont groupés. Moi, je vois immédiatement en formation, je leur dis « Ok, vous allez sur ChatGPT. Ah oui, mais j'ai jamais fait. Mais t'inquiète pas, on va faire. » Mais par contre, je leur rappelle tout de suite « Qu'est-ce que tu veux faire avec ChatGPT ?» Parce que sinon, c'est juste une perceuse qu'on a juste envie d'utiliser, mais on ne sait pas comment faire. Et donc, on redéfinit la vision. Qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais bien améliorer, par exemple, mon recrutement. Ok, mais pourquoi tu veux améliorer ton recrutement? Parce que j'ai l'impression de perdre 4, 5 heures, 6 heures par semaine à recevoir des CV et des profils
qui ne sont pas du tout adaptés au métier. Ok, peut-être qu'il serait intéressant de pouvoir préfiltrer tous ces CV, parce que comme ça, tu ne perdras pas de temps à visionner, à devoir répondre à tous les mauvais CV. Et donc pourquoi ne pas travailler sur le savoir-être, puisque c'est ça peut-être qui est un peu la clé, plutôt que le diplôme, et faire un questionnaire en 4, 5, 6, 7, 8 questions. Ok, mais par où je commence? Demandons à ChatGPT, mais au moins on a un objectif. Est-ce que tu peux m'aider à préparer un questionnaire en 6, 7 questions qui me permet de qualifier le savoir-être des personnes qui m'envoient leur CV sur la base de, bon voilà, moi mes valeurs c'est le sens du devoir, c'est l'empathie, voilà, bref, mettez tout ce que vous voulez de qui vous êtes dans ChatGPT, demandez, il va vous sortir 6-7 questions, et franchement, c'est une très bonne base de travail. Après, vous transformez ce truc en Google Form, à chaque fois que vous recevez un CV, nouveau processus, on envoie « Bonjour, merci pour votre candidature », presque vous pouvez même automatiser avec un modèle de mail, « Merci pour votre candidature ». Pour notre processus de sélection est assez simple, bienvenue, c'est la deuxième étape, répondez à ce questionnaire. Et si elles sont, vous allez voir, il y en a déjà 50% qui n'ont même pas répondre au questionnaire, ben c'est 50% de temps que vous aurez gagné, parce que ces gens-là ne sont même pas motivés. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, vous pouvez améliorer le plan de... je veux dire, il y a des outils pour faire les plannings, des outils pour mieux circuler, enfin faire des plans de tournée. Un CRM, gestion de clients, ça se travaille. Il faut avoir une obligation presque de renseigner n'importe quel appel entrant. Dire c'est monsieur, madame, ok, il a appelé tel jour, telle heure. Qu'est-ce qu'il voulait? Oui, parce que l'objectif, circulation de l'information, on y revient encore. Quand un autre salarié tombe sur la fiche de cette personne, il doit être en capacité de comprendre la situation immédiatement, sans avoir besoin de demander à tous ses collègues « Ah, au fait, la dame d'hier qui a appelé, c'est qui déjà? Oui, qu'est-ce qu'elle voulait ?» Non, ça doit être écrit et il faut prendre le temps. Les outils ne font pas les choses à votre place. Et donc, on en revient encore à cette grand principe. L'outil numérique, oui, mais d'abord, il faut savoir pourquoi vous voulez faire les choses. Et là, c'est parfaitement identifier nos clients parce que cet appel entrant, c'est potentiellement un client et il va peut-être rester longtemps, etc., etc., etc. Et du coup, qu'est-ce que vous préconisez? C'est, si j'ai bien compris, c'est la digitalisation. En fait, il faut revoir chacun des processus de l'entreprise ou de l'association. Et du coup, pour que vraiment ça puisse ruisseler, comme on dit, dans tous les strates de l'entreprise et des équipes. Et du coup, qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement? Et qu'est-ce que vous... Voilà, c'est quoi vos préconisations? On s'y prend comment? On y va comment? Et dans les faits, si je veux mettre ça en place dans ma structure, eh ben, par qui je peux me faire accompagner? Et combien de temps ça prend? Alors tout dépend. Si on veut juste mettre WhatsApp, ça peut être assez court. Oui, je ne pense pas qu'il y a besoin de se voilà. faire accompagner. Si c'est tout un changement de logiciel et de mettre des réglementations en plus et d'impliquer toute la chaîne, des intervenants, les usagers aussi qui seront impactés, les encadrants, bah, là c'est beaucoup plus long, ça se prépare. Généralement on dit ce qu'on ne peut pas manger en une fois, on va le manger en plusieurs bouts. C'est bien de phaser, de mettre en place des pilotes. Et avant de ça, c'est important de revoir sa mission. Un peu sa raison d'être. C'est de profiter des grands changements pour dire, moi en tant que structure, finalement, c'est qu'est-ce que je veux faire? Comment j'implique mes encadrants? Comment j'implique mes intervenants jusqu'aux usagers? Et donc comment ce projet répond aussi à l'amélioration de ma raison d'être. Et ensuite, on arrive, en partant du plus haut qui est la mission, à mettre en place des plans d'action et surtout à impliquer l'ensemble des collaborateurs. Voilà. Il ne faut pas que ce soit une minorité de personnes qui décident et derrière il va y avoir un impact sur plusieurs acteurs. Si dans le processus de décision ou de réflexion du moins, l'ensemble des collaborateurs est impliqué, derrière ils vont avoir peut-être l'impression, ou au moins si on est un peu plus ouvert, ils vont participer au processus de décision, donc ils vont accepter plus les grands changements. Et comme on leur a expliqué aussi la mission de pourquoi on changeait, qu'est-ce qui va être amélioré, notamment bah, tu vas faire moins de planning, tu vas passer moins de temps à faire des choses qui ne servent à rien ou tu n'avais pas de sens parce que c'est du puzzle et c'est de la prise de tête et de la charge de travail de savoir que tu ne travailles pas à partir de 16h, que Micheline elle est disponible et que dans le secteur, etc. Ça c'est de la charge mentale au quotidien et dès qu'il y a une personne qui est absente, c'est du stress.
Voilà. Si on leur explique qu'avec un planning magique où tout est bien renseigné, etc., derrière, ça va faire gagner du temps pour passer plus de temps avec les bénéficiaires, beaucoup plus de temps avec les intervenants, etc., en fait, ça répond elle aussi à son besoin, qui est de faire un travail qui est tourné vers l'humain et pas de passer du temps avec un logiciel. Voilà. Et donc, ça, c'est important de passer sur ça, et surtout que le sponsor, généralement qui est le dirigeant et qui décide de changer, soit là à chaque phase du changement et explique cette mission. Parce qu'il faut répéter. C'est pas parce qu'on le dit qu'une fois et qu'on lance le projet de changement, qui peut être long, qui peut durer, pour répondre à ta question de combien ça dure, ça peut durer 3 mois, ça peut durer 4 mois, hein, c'est des phases qui sont très longues. Potentiellement, voilà, 1 an, parce que derrière, on va faire des retours d'expérience, on va être dans l'amélioration. Voilà, plus c'est lourd, plus ça dure longtemps. Plus on a plus d'agences, plus ça dure longtemps. Et donc, du coup, il faut faire des comités de pilotage. Donc, ça veut dire se réunir toutes les semaines avec les équipes pour prendre le retour, communiquer, énormément communiquer dans tous les sens, et que le sponsor, je rappelle, la personne qui a décidé de changer, soit constamment là pour véhiculer la vision. Alors ça, c'est une culture projet. Maintenant, les structures d'aide à domicile n'ont pas forcément cette culture projet. Donc, qu'est-ce que vous préconisez ou qu'est-ce que vous voyez dans les accompagnements qui favorise cette implémentation, quand bien même il n'y a pas de culture projet dans l'entreprise? Moi, j'ai une technique. Alors, je vais dire l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais parce qu'il ne faut pas prendre les choses que dans un sens. Si vous n'avez pas de vision, parce que c'est pas dans votre culture, et en formation, on part dans l'autre sens. Je leur montre une tripotée de logiciels, et quand ils voient le logiciel, ils font « Oh, on peut faire tout ça? Ah, du coup, en fait, avec ChatGPT, rédige-moi 5 posts Facebook, LinkedIn pour ma société, parce que 1, j'ai eu un agrément, 2, j'ai innové un nouveau service, 3, j'ai des salariés qui sont en or et je te donne leur profil, etc. » Le truc, il te pond 5 posts Facebook hyper super. Ah, c'est formidable ce truc. Ah, du coup, je vais pouvoir faire de la communication. Ah oui. Donc en fait, on prend à l'inverse et on ouvre un peu les chakras, parce que les logiciels, on ne savait même pas qu'ils pouvaient faire tout ça. Et c'est comme disait Florian tout à l'heure, et je reviens sur la question, pardon, c'est que le planning magique avec un outil magique ne se fera vraiment pas, et se fera très mal, s'il est vraiment mal renseigné. Donc il y a une espèce de rigueur comme ça sur les données, le renseignement, l'information que vous devez prendre le temps de renseigner, parce que une fois qu'on a tout bien fait dans le renseignement, la machine, on appuie sur un bouton, et vraiment avec de l'IA aujourd'hui, le planning il se refait en 2 secondes. Et donc peut-être que moi, il y a aussi un des principes dans la transformation digitale, la conduite du changement, c'est ne changez pas toute votre structure d'un coup. C'est un peu comme c'est la psychologie de la politique des petits pas, non? Exactement, c'est ce que j'allais dire. En fait, vous avez la flemme de ranger votre maison parce que c'est un chantier. Bon, vous commencez déjà par l'assiette. Ça vous paraît pas grand-chose, mais l'assiette, elle est rangée. Ah, voilà, tiens, je vais faire ça en plus. Puis ça, puis ça, puis ça. Et donc, faites une seule chose, faites-la bien. Prenez des petits objectifs, mais menez-les à bien. Et ils vous permettront de rentrer dans une conduite du changement qui pourrait être appliquée à des changements plus importants. Et après, évidemment, vous allez chez Exelia, puisqu'il est à côté, si vous avez besoin d'un super logiciel de gestion de planning, de facturation et autres. Et puis après, si vous voulez un super outil de paiement, vous n'allez pas chez Exelia, évidemment. Vous allez chez un pure player comme Ezio, qui vous permettra de sécuriser l'ensemble de vos employés, de faire un suivi de toutes les dépenses. Et on aura chez Ezio, et je pense que vous l'avez aussi, cette conduite du changement, c'est la formation, on va prendre le temps qu'il faut pour vous former. On a un bouton d'appel et quand vous appelez, vous tombez sur un humain. Sébastien, la carte elle marche pas. Oui, c'est la numéro combien? Oui, elle n'est pas activée. Oh merde! Hop, on active la carte. Ah, c'est super, merci. Ils peuvent compter sur nous et au fur et à mesure, en fait, ils se sentent tellement rassurés. Et cette question d'être rassuré dans le changement, c'est en fait, c'était aussi simple que ça. Mais on s'est beaucoup monté le bourrichon. On s'est fait un imaginaire de complexité sur le changement, alors que le changement, c'est assez simple. Il faut juste avoir un peu de méthode. Donc, choisissez d'ailleurs des prestataires qui vont avoir vraiment un feeling pour vous accompagner, prendre le temps qu'il faut, répondre à vos questions, parce que tous vos prestataires ne vous proposeront pas des outils qui fonctionnent 100%. Il y aura des bugs tout le temps, ça s'appelle de l'informatique. Et le digital le digital porte en lui
toute cette incertitude, ces fonctionnalités. Mais si vous avez au moins quelqu'un... C'est le cas de l'être humain. C'est le cas de l'être humain, alors. Et donc, si on a quand même cette volonté de dire je vous accompagne, on change, en fait, ça rassure tout le monde. Et du coup, cette première expérience de transformation de votre entreprise, elle se passe bien, elle vous a rassuré, elle vous donne des ailes, et elle pousse à la culture du changement de dire tiens, si on faisait un peu plus demain. Wilfried, est-ce que de ce point de vue-là, est-ce que tu as une expérience en tant qu'acteur à nous dire et quels enseignements tu peux en tirer? Alors, tout d'abord, effectivement, pour rebondir sur la responsabilité civile, bien avant d'aller jusqu'à celle du soin médical, pour rebondir sur ce que disait Sébastien, effectivement, ne serait-ce que le moyen de paiement sécurisé, aujourd'hui, si ce n'est pas généralisé et processisé, on va au-devant vraiment d'un risque énorme. Vraiment, il va y avoir de la maltraitance financière qui va s'installer. Donc, effectivement, je pense qu'il faut qu'on arrive du coup à lever les freins chez nos encadrants pour effectivement que ça se généralise. Pour ce qui est de la conduite du changement, en préambule, effectivement, on disait qu'il y avait des opportunités à saisir dans cette offre qui va vers le soin, à valoriser également et à créer des parcours professionnels. On a entamé effectivement, alors là je vais plus prendre ma casquette de patron de service d'aide. Chez Vivradom, on a entamé un processus de changement d'organisation, effectivement. Alors, un mot un peu barbare qui est la subsidiarité, effectivement, qui consiste effectivement à redonner un petit peu de l'autonomie et de la latitude d'action par les personnels de terrain. Les équipes autonomes. Voilà. C'est ça. Donc, mais en fait, autonome, ça veut dire pas grand-chose des fois, et pas toujours la même chose. Donc, effectivement, nous, on a entamé ce processus il y a 1 an. C'est très long. L'idée, dans l'occurrence, parce que la partie autonome, c'est la troisième partie de notre intervention. Là, c'était plutôt sur la partie digitalisation. Alors, effectivement, nous, on a mis aussi en place les outils que vous citiez, à la fois WhatsApp et Slack, effectivement, et puis notre logiciel. Alors, j'ai pas Xelia, pardon, pas encore, sûrement, mais effectivement, on a travaillé effectivement donc, avec notre éditeur, effectivement, sur cette digitalisation, et comme tu disais, quand les champs sont remplis correctement, au fur et à mesure qu'il y a une acculturation, une rigueur, oui, la facturation, ça prend 1 heure. Voilà, c'est très rapide. Effectivement, avec toute cette traçabilité qui est permise par le logiciel, mais tout ça prend beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de formation. Et puis, une fois que les encadrants sont bien formés, bien acculturés, effectivement, on passe aux auxiliaires de vie et on met en place également des outils alors ça va commencer par la télégestion, par la communication. Et pareil, ça se fait assez naturellement en fait. C'est plutôt ludique, c'est plutôt intuitif. Je ne connais pas le modèle de chez Xelia, mais ce que l'on a nous, effectivement, c'est une application, un téléphone, et puis en fait, on envoie des informations qui viennent alimenter au fur et à mesure, comme tu disais, le logiciel, la fiche, et la personne a l'information aussitôt, quoi. Donc elle peut à la fois communiquer très rapidement et avoir des informations aussi rapidement. Donc du coup, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle, en tout cas nous permet, enfin tu vois, cette digitalisation, cette concentration nous permet effectivement de fluidifier le passage de l'information pour effectivement gagner du temps auprès du patient en fait. Et comment tu as fait? Tu t'es fait accompagner par l'équipe? Bien sûr, ouais. Voilà. Oui, alors, je cite pas si c'est le groupe CLF, Progisap. Oui, c'est pas indispensable. Voilà, c'est fait quand même. Voilà, oui, donc ils ont alors, on travaille avec eux depuis 8 ans, donc voilà, c'est pareil, c'est sur le temps, sur la confiance, et voilà, donc ils ont adapté leur outil à chaque fois, comme Xelia le fait, ce que je connais aussi Xelia, j'ai eu sur certains services. Voilà, je crois que il y a une vraie volonté de travailler en commun au service du bénéficiaire final, et donc du coup ça se fait assez naturellement.
Et du coup, tu as mis en place une équipe projet ou ça n'a pas été utile, tu es parti plutôt sur des petits changements et progressivement? J'ai fait les deux. D'accord. J'ai mis en place un copilotage, un copil, un comité de pilotage, et puis également, finalement, oui, on a fixé des objectifs. Tu parlais d'avoir un cap, une vision. Effectivement, si le dirigeant n'a pas à minima cet objectif ou ce cap, c'est compliqué de mettre des objectifs intermédiaires. Alors, je sais, tu parlais au départ, tu sais que est-ce que les dirigeants de ça sont entrepreneurs et est-ce qu'ils ont cette... Ils ont une vision. Est-ce qu'ils ont une vision? Je pense qu'ils ont une vision. Après, effectivement, c'est pas toujours simple de pouvoir la poser, l'écrire, quand il y a des incertitudes réglementaires sans arrêt, qui viennent modifier à chaque fois. Ça perturbe. Ça perturbe. Donc, quand on pose un plan stratégique avec des objectifs et qu'on a entre-temps 250 textes qui viennent nous casser la tête, ça peut effectivement un peu modifier les choses. Après, effectivement, peut-être que certains sont arrivés dans ce secteur, pas dire par hasard, mais en tout cas peut-être par opportunisme à une époque, et ils se rendent compte qu'effectivement là, ils ne sont peut-être pas totalement à leur place. Voilà. Oui, c'est la question, est-ce qu'on pourrait préciser la vision parce que, pardon. Moi, je me demandais en fait, c'est qu'ils ont une vision humaine, c'est-à-dire que je sais ce que je veux pour les C'est pas la vision usagers. entrepreneuriale. C'est ça, c'est Ça une dépend vision du dirigeant. gestionnaire. Ouais. Ça dépend vraiment de la personne, du dirigeant, que ce soit structure ou association. Ça a rien à... enfin, c'est pas une question de typologie de structure, c'est vraiment le dirigeant ou la dirigeante qui lui, voilà, si c'est quelqu'un qui a déjà, soit il l'a, soit il l'a pas. Et de toute façon, la réglementation va faire que, voilà, ceux qui ne l'ont pas aujourd'hui, ils doivent leur repas. C'est tout. Donc, Alors, il y a un autre grand défi, c'est comment faire sur la partie RH, c'est comment faire en sorte qu'on arrive à fidéliser, à faire évoluer les personnels d'aide à domicile. Et je crois que tu voulais parler. Donc là, c'est le troisième point, Voilà. c'est ça. Très bien. Voilà, là, je Donc, te je passe vais la prendre le main. troisième point. Voilà. Et je sais que tu as mis en place voilà, Les équipes autonomes. Voilà. Et là, c'est le bon moment pour en Oh, parler. très bien. Alors, effectivement, le premier défi qui va s'ouvrir à nous, c'est effectivement la partie recrutement, effectivement, l'attractivité des métiers. Il y a très peu de possibilités, ou en tout cas d'espoir, que l'on ait assez d'auxiliaires de vie demain pour mettre en face de chaque besoin. Donc effectivement, nous on s'est interrogé, donc on s'est mis des objectifs, comment effectivement on pouvait être attractif. On s'est rendu compte qu'effectivement on avait des difficultés de recrutement. On avait un turnover énorme, en tout cas très important. Et du coup, ça nous empêchait d'une part de nous développer, de répondre à la demande et d'avoir des taux de couverture de plan d'aide insuffisants. Donc effectivement, on s'est interrogé, on s'est questionné et puis on a rencontré quelques acteurs qui avaient effectivement réfléchi sur les équipes autonomes. Et on s'est lancé il y a 15 mois à mettre en place ce changement, donc cette conduite de changement, vraiment, et là c'est une vraie conduite de changement comme tu disais. Ça s'écrit, ça se planifie, vraiment c'est extrêmement précis. Il faut en fait avoir une vraie méthodologie de la conduite de ce changement. Et donc nous, on l'a planifié sur 24 mois. Alors ça peut paraître long, mais effectivement, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Effectivement, tu parlais de raison d'être. Donc on en a profité aussi pour faire réfléchir l'ensemble des auxiliaires de vie, des salariés, sur la raison d'être de ce que c'était. Pourquoi est-ce qu'on était dans un service d'aide à domicile? On a retravaillé sur les valeurs. Effectivement, quand tu parlais, Sébastien, de quels mots-clés je mets dans ChatGPT, c'était un peu les valeurs qui nous rassemblent. Donc on a fait ce travail-là. On s'est fait accompagner, effectivement, par des structures qui avaient déjà franchi le pas, notamment le collectif Humain d'abord. Et on en est à la moitié, parce que ça fait 15 mois. Aujourd'hui, on a divisé en 15 mois, on a fait chuter notre taux de turnover de divisé par 4. Les accidents de travail ont été divisés par 5. Les journées d'absentéisme ont été divisées par 6. Et on a beaucoup moins de mal à recruter.
Par contre, effectivement, encore une fois, c'est une vraie présence du capitaine, on va dire là, enfin du leader, parce qu'il faut répéter les messages, les répéter, les répéter. On a aussi mis en place un comité de pilotage avec des retours d'expérience chaque semaine. Et voilà, donc on est parti dans l'aventure et 100% des salariés vont être formés, accompagnés sur ces 24 mois. Donc on a déjà des retours positifs sur les troubles musculo-squelettiques. On avait des arrêts de travail pour une semaine, pour 15 jours, des mal de dos, des mal de cervicales, enfin plein de choses qu'on n'a pas eu cette année. Donc déjà, on a en fait juste le fait de considérer différemment les gens, de les reconnaître, de les valoriser, forcément on augmente son attractivité de marque employeur rapidement. Du coup, là, tu nous as expliqué l'intérêt et les bénéfices immédiats à mettre en place, ou quasi immédiats, parce que 15 mois, c'est relativement court. Est-ce que tu peux nous dire, pour une intervenante, qu'est-ce que ça change concrètement dans sa vie au travail, le fait de travailler en équipe autonome? Alors, ça améliore le sentiment d'appartenance à une équipe, à une entreprise. D'accord, mais elle a toujours un planning, qui fait le planning, voilà, avoir une vision un peu pratico-pratique de qu'est-ce que c'est une équipe autonome. Ça va reprendre un peu ce que disait Zélia chez l'autre forum. Effectivement, le planning, c'est un peu le casse-tête dans le service. Et ça portait souvent sur les seules épaules frêles de la responsabilité de planning. Aujourd'hui, effectivement, on va vers le fait que ce soit les auxiliaires de vie elles-mêmes qui s'auto-organisent, qui s'auto-responsabilisent, qui s'auto-contrôlent quelque part pour effectivement répondre aux besoins du bénéficiaire, du client, car un plan d'aide, hein, c'est quand même, on ne quitte pas l'objectif de répondre à la demande du client. Car un plan d'aide, de la PAD, d'un PCH, des besoins, enfin, donc ça reste l'objectif numéro 1. Donc on a, nous, quand on a fait toutes ces rencontres avec l'ensemble des salariés, défini un cadre, très simple, hein, 3-4 points, pas compliqué, 4 points, où il y a l'attente du client, l'obligation économique, enfin. Et à l'intérieur de ce cadre-là, elles ont tout pouvoir de s'organiser. Voilà. Donc tant que les 4 points sont respectés, elles font ce qu'elles veulent. Du coup, elles participent réellement à leur équilibre vie professionnelle et vie privée, puisqu'elles s'organisent de façon à pouvoir s'entraider. Donc ça a fait renaître la solidarité entre les équipes. En plus, donc, on a hyper sectorisé de façon très géographique les choses. Donc elles sont entre 6 et 10 personnes maximum par équipe. Et donc du coup, ça a fait effectivement, donc c'est elles qui définissent leur planning entre elles en fonction du besoin et de la demande. Comment tu t'assures que du coup les 4 objectifs que tu as fixés, ils sont bien tenus? C'est qu'elles sont autonomes, elles gèrent comme elles veulent, mais j'imagine que tu dois avoir des points de contrôle et des points de vérification. Et ça, comment tu l'organises? Alors, à travers le système d'information? Un peu des deux. D'abord, il y a des points de rencontre tous les 15 jours, toutes les semaines. Donc elles se rencontrent. Avec donc la présence effectivement de quelqu'un de l'encadrant, on valide effectivement que les plans d'aide sont bien respectés, sont bien fournis. Et puis après, c'est pareil, en fait, quand le logiciel me sort les indicateurs chaque mois, je sais ce qui a été fait ou pas fait. Donc c'est assez facile de contrôler. En fait, l'idée, c'est de manager ce changement, comme on disait tout à l'heure. C'est ça. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner le changement de modèle, en fait, de l'organisation. Et ça va encore nous prendre une année pour que chacun ait été acculturé. Puis par contre, après, ça ne s'arrête jamais. Hein. Et du coup, sur l'aspect formation, ça a nécessité ce changement de paradigme. Est-ce que du coup, ça a changé en termes de formation? Est-ce que tu as accompagné les équipes en termes de formation pour que justement elles s'imprègnent, elles sachent comment faire pour avoir au fond des responsabilités qui n'étaient pas les leurs jusqu'à présent? Oui. À l'échelle de ma petite organisation, c'est 400 000 € sur 2 ans. Oui. Voilà. Donc entre le coût pédagogique, la formation, et puis le coût du salaire, c'est 400 000 € sur 2 ans. Donc c'est beaucoup de journées, beaucoup de monde,
Voilà, donc c'est 250 auxiliaires de vie et personnel à former. Donc voilà, c'est presque 2 000 € par personne d'investi sur 2 ans. D'accord. Et du coup, tu as eu des vraies séances de formation Bien sûr. présentielles? Ah oui, tout est tracé aussi là de ce côté-là. Enfin, donc on a eu des journées sur comment s'acculturer à ce nouveau modèle, des journées un peu de coaching aussi, des journées de communication, comment est-ce qu'on communique. Voilà, mais en fait de la communication qu'on peut voir dans les écoles de commerce, hein, les émetteurs, les récepteurs. Donc on a apporté cette compétence et cette connaissance-là à toutes les auxiliaires de vie pour qu'elles sachent s'interpeller entre elles, qu'elles sachent communiquer entre elles et pas se sentir vexées parce qu'il y a un mot qui n'a pas été dit correctement, parce qu'on pensait dire quelque chose, on a dit autre chose. Enfin, la communication de base, en fait, hein, que beaucoup apprennent dans les écoles de commerce, eh bien, on a essayé, nous, de la vulgariser pour la rendre accessible à toutes les auxiliaires de vie. D'accord. Beau, bravo. Écoute, voilà, je trouve que c'est une très belle expérience que tu nous as fait partager. Et je te remercie vraiment de ta participation parce que voilà, c'est la richesse du secteur. On disait, voilà, il y a certains entrepreneurs qui n'ont pas la vision. On a au moins la chance d'en avoir un qui a une vision, à la fois sur ce qu'il veut faire à moyen terme, mais en même temps de façon quotidienne auprès de ses équipes. Bravo Wilfried. Je voulais remercier tous les participants et puis je voulais savoir si vous avez des questions dans la salle, tout simplement. Moi, je ne connais rien de tout ça, mais j'entends dire autour de moi que c'est un métier qui est de moins en moins, on trouve de moins en moins d'auxiliaires de vie. Donc c'est le bruit qui circule dans les journaux de ce que disent les gens et les médecins, voilà. Et comment vous allez retourner la tendance? Alors, oui, il y a les candidats à postuler ne sont pas nombreux. En tout cas, beaucoup moins nombreux qu'il ne faudrait. Eh bien, ce qu'on essaie de mettre en place en changeant l'organisation, c'est changer le regard que l'on porte sur ce métier d'auxiliaire de vie et en le rendant plus attrayant, plus attractif, on arrive à recruter de nouvelles personnes. On a également nous mis en place un centre de formation, donc on est aussi formateur de nos auxiliaires de vie. Donc c'est aussi un moyen supplémentaire de venir alimenter les services. Donc on va les chercher dans tout profil. Enfin, on a créé, c'est un peu d'appui, mais on a créé nous ce qu'on appelle le camion du recrutement. On va dans les quartiers, dans les campagnes, dans les villages, on se met sur la place du marché, sur la place de la mairie, et on met le drapeau et on attend que les gens viennent nous voir, les colleux, et comme ça en fait on remplit, en fait on donne juste l'idée à des gens qui n'avaient pas eu l'idée de venir en formation chez nous, accompagnés par le Pôle emploi, par France Travail maintenant, par la mission locale, et 8-9 mois plus tard, il ressort diplômé, avec l'assurance de trouver un travail partout en France, et à peu près 40% restent chez nous. Très bien. D'autres questions? Pascal? Alors, c'est pas une question finalement, c'est de se dire la digitalisation, on l'utilise depuis très longtemps, ne serait-ce que par le côté social, pôle social. Quand on doit faire nos déclarations, on passe directement sur notre entreprise, c'est de la digitalisation. On est d'accord, donc on a déjà cette culture de la digitalisation, mais maintenant elle est vraiment plus tournée vers nos structures d'aide à domicile parce qu'il y a beaucoup de solutions, que ce soit les logiciels, que ce soit les solutions de porte-monnaie électronique, mais même les solutions de remplacement sur les logiciels. Voilà, il y a plein de solutions maintenant qui sont digitalisées et qui nous simplifient notre métier. Juste une autre chose, entendre dire en permanence qu'il y a de moins en moins de personnes dans les structures de services à domicile pour faire ce métier, c'est aller contre le développement de nos structures. En gros, c'est un métier qui est encore très demandé et on doit passer le discours inverse. C'est pas qu'on trouve de moins en moins de personnes pour faire ce métier, c'est qu'au contraire, c'est un métier qui recrute de plus en plus. Et donc, il faut qu'on travaille dans ce sens-là, plutôt que d'avoir un regard négatif sur la situation où c'est vrai,
il y a de moins en moins de personnes qui veulent peut-être faire ce métier, ou on en trouve moins parce parce qu'il y a... ce que disent les journaux et Oui, voilà. mais on est d'accord, mais ça... Les journaux n'ont pas forcément raison non plus. Non, je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi le vécu de nos structures qui dit que nos structures de service à la personne recrutent toujours autant. C'est un métier qui est toujours autant demandé. Et donc c'est un métier sur lequel on doit toujours autant se tourner. Et pour ça, il faut dire que les gens cherchent du travail, il y en a dans ce métier. Alors il y a de la formation également. Donc on les forme, ils sont professionnels, ils rentrent dans ce métier. Et on a des professionnels qui viennent dans ce métier. En plus, avec la diversification maintenant, le fait qu'on passe de l'aide vers le soin, on peut en plus leur proposer de se former vers le soin. Donc il y a quand même une valeur qu'on apporte à ces professionnels et des compétences qui sont très élevées qui vont avoir à venir. Donc ça, c'est important. Non, je pense que c'est important. Oui, mais on a un turnover, je suis d'accord, qui est important. Mais en même temps, peut-être parce qu'elles ne se reconnaissent peut-être pas dans les actes qu'elles font là maintenant. Mais si on leur explique que demain, les actes vont évoluer parce qu'elles auront la possibilité de faire du soin et pas que du ménage, parce que quelquefois c'est un peu ça le problème, c'est qu'elles font beaucoup de ménage et pas assez d'aide directe. Et si maintenant on leur dit que le ménage, ça va être plus réparti sur tout le monde et du coup on va développer leurs compétences sur du soin, on risque de les garder plus facilement. Ça va plus les intéresser. Après, aussi une chose, c'est que quand on vient dans ce métier, on le fait parce qu'on a envie. Ouais. C'est pas que simplement une question d'argent, que ce soit avec des enfants, avec des personnes âgées, des personnes handicapées. Le salaire est une chose, il faut qu'il soit valorisé à sa juste mesure, mais pas que. Les personnes, quand elles travaillent dans le secteur des ESSMS, elles recherchent autre chose. Sinon, Alors, on a mis en place, nous, ce qu'on appelle l'enquête d'indicateurs d'alignement humain, l'IAH. Ah oui, l'IAH. Voilà. Alors, c'est juste pour faire une photographie un petit peu de l'état d'esprit. Et en fait, la question du salaire ne vient qu'en 3e ou 4e position. C'est pas la priorité. Madame, elle a quand même un peu raison quand elle dit que on manque de bras quand même. Et c'est vrai que voilà, c'est pas honteux de dire que ou pessimiste de dire qu'il n'y a pas assez de monde à venir dans ce secteur. Donc c'est une réalité quand même. On a besoin de plus. Et c'est vrai que les gens viennent souvent pour un métier passion en fait. Voilà. Et c'est vrai que de poser un petit peu les choses en allant questionner, parce que faire le même panorama que vous avez dressé tout à l'heure en entrée sur les dirigeants des services qui se posaient la question à 80% de savoir s'ils allaient continuer, faire la même chose avec les professionnels, dire qu'est-ce qui fait que vous resterez vous demain dans ce métier et qu'est-ce qui fait que vous allez partir. C'est vraiment ce qu'on a fait nous avant de démarrer la transformation. Voilà, pour savoir aussi sur quel levier il fallait que l'on appuie, enfin, que l'on pousse, pour ne pas se tromper, quoi. Donc voilà, donc il y a plein de moyens de questionner un petit peu quelles sont les priorités des personnes qui viennent dans ce métier. Et je te rejoins sur le fait qu'il n'y a pas que le salaire, il y a d'abord l'équilibre vie professionnelle et la valorisation des métiers. Oui, c'est des métiers très durs, c'est des métiers extrêmement difficiles, parce que quand il faut soulever des personnes en surpoids qui font 45 kilos, quand on vous dit qu'il faut aller plus vite, parce que attention, il faut enchaîner avec un autre bénéficiaire, c'est un métier qui peut être très stressant aussi par manque de recrues. Donc, et voilà. C'est un métier où elle reste pas longtemps non plus. Ça dépend après comment ils sont accompagnés. Et ça dépend comment elles sont accompagnées. Il y a des personnes qui, on voit qu'elles s'investissent et puis on se dit, tiens, cette personne, on peut lui faire autre chose. Et puis voilà, la faire évoluer. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça et pourtant je les accompagne dans les gestes et postures, formation, etc. Mais on voit quand même au bout de 5-6 ans, elles commencent à fatiguer, on les met en binôme. Et ça n'arrange pas parce qu'un an après, elles sont en inaptitude. Donc, oui, ça c'est vrai aussi. C'est un métier de pénibilité aussi. C'est un métier qui a une sinistralité très forte, effectivement. Maintenant, moi j'ai quand même des gens qui partent à la retraite à 62 ans. Hein, puis on a aussi des gens qui sont à la retraite. Mais voire même des gens qui continuent à 65 ans. Ils continuent pour des métiers de confort, en fait, pour faire de l'administratif, des petites courses, acheter la baguette de pain. Ça, il y en a, elle reste. Et ce que je veux dire, c'est que les auxiliaires de vie qui font des transferts, de l'accompagnement des GIR 1, des pathologies lourdes, malheureusement, forcément, même si on les accompagne, on les forme, on les met au binôme, on voit qu'au bout de 5 ans,
c'est fragile. Et c'est vrai qu'on a du mal à recruter de plus en plus de talents pour accompagner l'Arcy public. Et elles font quoi après alors? Elles sont en inaptitude. Elles font quoi après? Inaptitude. Non, mais elles font autre chose. Ah, Même oui, si elles oui, sont en après- inaptitude, elles vont chercher un autre Oui. travail, quoi, dans un autre domaine. Ouais, mais Non, parfois, c'est pour ça que aussi c'est important de ne pas mettre la responsabilité que sur les structures, mais aussi sur les instances, le département, tout ça, parce qu'on voit, et ça répond à ce dont on parlait tout à l'heure, c'était les outils, les lève-personnes, plus tard les exosquelettes, etc. Donc tout ce qui va améliorer le quotidien des personnes qui soulèvent des personnes, justement. Mais aussi les problèmes mentaux, parce qu'on est face au deuil, donc tout l'accompagnement, tout ça, ça nécessite des moyens en fait. Donc les outils, l'accompagnement, l'information, ça doit être mis en place. Il y a plein de progrès qui sont mis tous les jours pour aider les structures médico-sociales, mais ça coûte beaucoup de sous. Et puis il y en a qui peuvent se faire agresser. Il y a des salariés qui peuvent se faire agresser par des bénéficiaires, etc. Voilà, de différentes manières, ou physique et morale. Puis même si elles sont contentes, elles sont fières de faire ce métier-là, elles le font avec cœur. Malheureusement, la réalité, elle nous rattrape à un moment donné. oui, je voulais juste, si je peux me permettre, vous disiez l'inaptitude aussi pour changer de métier, mais en fait, l'inaptitude, elle est liée à l'entreprise et aux conditions de travail qu'il y a dans l'entreprise. Vous pouvez très bien être inapte dans une entreprise et refaire le même métier dans une autre entreprise, sur le même secteur, géographique même. Voilà, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et la question que j'avais par rapport à la formation, c'était justement cette transition du médico-social vers le soin, le regroupement des structures, etc. Est-ce qu'il y a des dispositifs de formation qui sont envisagés, si ce n'est par exemple la VAE partielle que vous pouvez obtenir, par exemple sur le diplôme d'aide-soignante, par exemple. Vous avez exercé plus d'1 an dans le médico-social. Voilà. Est-ce que c'est un des seuls dispositifs ou est-ce que les choses sont pensées autrement maintenant? Enfin, on commence à être pensé autrement justement pour articuler les passerelles. On en est au début, effectivement, il y a donc des passerelles effectivement de possibles. Et cette mise en place des nouveaux services d'autonomie va forcément faire accélérer les choses. On avait, nous, en fait, avec la fédération et le collectif du domicile, en fait, on avait imaginé créer un diplôme, en fait, un nouveau diplôme qui effectivement regrouperait les compétences de l'auxiliaire de vie et les compétences de l'aide-soignante, de façon à effectivement permettre de la diversité dans la journée de travail, du coup limiter les risques sur les troubles musculo-squelettiques, de favoriser effectivement des missions un peu plus longues, plutôt que de partir toutes les heures ou toutes les demi-heures. Donc on pouvait imaginer qu'en alliant la mission du soin et la mission de l'aide, on pouvait rester au domicile de quelqu'un plus longtemps, 2 fois plus longtemps, et du coup limiter encore une fois la sinistralité. Et bien ça, en fait, ça passait par quelque chose de nouveau, en fait, un peu comme le bac SSP, là, enfin le bac pro SSP, donc sur lequel effectivement créer un petit peu de choses encore, mais il y a des pistes qui pourront améliorer encore une fois ces conditions de travail et ces carrières, en fait. Après, derrière, ça va être la facturation des prestations aussi, parce que... Alors ça, c'est un autre enjeu. C'est vrai que je pense que Xenia doit aussi se casser un peu la tête entre je facture ma NGAP d'être infirmier et de l'autre côté, je facture mes quarts d'heure du domicile à pas. Ce qu'on trouve avec les taux de TVA aussi. C'est ça, les taux de TVA, le soin n'est pas soumis à la TVA, l'aide est soumise à la TVA à taux réduit. Enfin, il y a encore plein de choses à faire, effectivement, et là, peut-être qu'effectivement, il aurait d'abord fallu commencer par ça, mais bon, c'est comme ça que ça a été décidé, donc on ne peut rien, on va faire avec. J'en profite de dire que la transformation digitale, elle ne doit pas se faire de manière cloisonnée entre les acteurs prestataires comme nous. Et donc quand moi j'entends les trucs comme ça, je me dis putain, mais expliquez-moi ce que vous voudriez faire sur votre appli pour que ça soit vite fait. Et nous, en tant que prestataire, eh ben, on va vous accompagner pour dire voilà, les boutons là. Donc c'est juste pour rebondir, je ne sais pas si c'est opportun, mais dire que nous, nos clients, on les écoute beaucoup et notre seule raison d'être dans le logiciel, c'est ok, dites-moi de quoi vous avez besoin. On va en parler. Si vous n'êtes pas le seul à me demander, on va le faire, on va le mettre dans notre planning de développement. Là, c'est encore un autre sujet, c'est vraiment la confrontation entre deux systèmes de rémunération qui sont différents.
le SIAD est rémunéré sur dotation et le SAD est rémunéré sur la prestation. Donc, et ça, on ne peut rien. Quoi. Il y a Pardon ? On peut pas tout faire. C'est ça. Et là, je pense que même le meilleur logiciel, il ne peut pas. C'est l'opposé. Il y a déjà les SPASAD qui fonctionnent, qui Oui, sont intégrés dans bien les sûr. logiciels, c'est le Bien même sûr. système. C'est déjà le même système, donc il y a déjà une similitude qui existe dans nos logiciels. Parce que c'est pas nous. Il aurait été quand même bien de profiter de cette réforme pour effectivement simplifier les choses. Ça a été déjà fait, vous avez raison de le dire avec l'espace. Parce que c'est une continuité. Merci. SPASAD, donc, On va vous remercier. qui n'a pas marché, mais c'est une continuité.